Bonjour à toi, jeune voyageur. Je te laisse t'installer confortablement. Si tu aimes les histoires d'horreur, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like et à me dire en commentaire quel type d'histoire tu aimerais que je te raconte la prochaine fois. Si tu te demandes, non, ma voix n'est pas faite par IA, c'est bien une réelle personne qui te parle, la personne que tu vois en face de toi. Alors nous allons maintenant commencer notre session et je te souhaite la bienvenue dans Bedtime Stories. Aujourd'hui, nous allons parler de trois contes qui sont lus et racontés aux enfants, mais qui t'ont peut-être marqué l'esprit quand tu étais petit. Comme tu pourras le voir, les deux premiers contes sont les plus connus. Le dernier, quant à lui, vient du Danemark et l'est un peu moins. Pour le premier conte, nous allons parler du Petit Poucet. Alors, il a été écrit en France par Charles Perrault. Sa date de parution était en 1697. J'espère que tu as l'esprit bien accroché, car nous commençons tout de suite. Un bûcheron et sa femme n'ont plus de quoi nourrir leurs 7 garçons. Un soir, alors que les enfants dorment, les parents se résignent, la mort dans l'âme, à les perdre dans la forêt. Heureusement, le plus petit de la fratrie, âgé de 7 ans, surnommé Petit Poucet en raison de sa petite taille, espionne la conversation. Prévoyant, il se munit de petits cailloux blancs qu'il laissera tomber un à un derrière afin que lui et ses frères puissent retrouver leur chemin. Le lendemain, le père met son sinistre plan à exécution. Mais le Petit Poucet et ses frères regagnent vite leur logis grâce aux cailloux semés en chemin. Les parents sont heureux de les revoir car, entre-temps, le seigneur du village avait enfin remboursé au bûcheron l'argent qu'il leur devait. Mais ce bonheur ne dure que le temps de cette prospérité éphémère. Lorsqu'ils se retrouvent dans la pauvreté première, les parents décident à nouveau d'abandonner leurs 7 enfants dans la forêt. Ils s'assurent de fermer la porte de la maison à clé afin que le Petit Poucet ne puisse pas aller ramasser des cailloux. Ils tentent donc à la place, au moment du trajet, de laisser tomber des petits morceaux de pain que leur mère leur a donnés à lui et ses frères. Mais le pain est mangé par des oiseaux. C'est ainsi que lui et ses frères se retrouvent perdus dans la forêt. Ils arrivent alors devant une chaumière et demandent à y loger. La femme habitant cette maison essaie de les persuader de ne pas entrer puisque son mari est un ogre qui mange les petits-enfants. Mais le Petit Poucet, préférant l'ogre au loup de la forêt, insiste pour y entrer avec ses frères. Le soir venu, la femme les cache sous un lit. Mais son ogre de mari, attiré par une odeur de chair fraîche, a vite fait de découvrir la cachette des jeunes enfants. Elle réussit toutefois à le convaincre de remettre au lendemain son festin. Les petits sont ensuite couchés dans la chambre des 7 filles de l'ogre. Durant la nuit, Poucet échange son bonnet et celui de ses frères contre les couronnes d'or des filles de l'ogre, dans l'éventualité où l'ogre exécuterait son forfait pendant leur sommeil. En effet, l'ogre entre dans la chambre pendant la nuit, et croyant que ce sont les 7 garçons, tue ces 7 filles. L'ogre retourne se coucher, les petits s'enfuient et l'ogre, fou de rage, part à la recherche en enfilant ses bottes de 7 lieues. Fatigué, il s'assied sur la pierre sur laquelle les enfants se sont cachés et s'endort. Le Petit Poucet convainc ses frères de rentrer à leur maison tandis qu'il enfile les bottes de 7 lieues et court vers la chambre de l'ogre pour voler son trésor. Ses parents ne sont alors plus obligés d'abandonner leurs enfants et la famille est heureuse. Mais ce n'est pas fini, apparemment il y aurait une seconde fin. Apparemment dans la seconde fin, le Petit Poucet se contente de voler les bottes de 7 lieues car elles permettent à l'ogre de courir derrière les enfants. Sur son chemin, il croise l'armée du roi et transmet un message à ce dernier. Il devient alors messager du roi. Il revient à sa demeure où il est accueilli avec joie des années plus tard. Il établit son père, ses frères et lui-même en achetant des offices à chacun. Oh, j'espère que cette histoire vous aura plu. Je pense que vous connaissez également la deuxième. Nous allons parler du joueur de flûte de Hamelin. Alors il s'agit d'une légende allemande transcrite notamment par les frères Grimm et connue sous le titre original Der Rattenfänger von Hamel. Merci Clyde. Danke. Tout commence lorsque la ville de Hamelin est envahie par les rats et que les habitants meurent de faim. Un joueur de flûte inconnu arrive dans la ville et se présente comme un dératiseur. Le maire de Hamelin promet au joueur de flûte une prime de 1000 écus s'il débarrasse la commune des rats qui l'infestent. L'homme prend sa flûte et par sa musique attire les rats qui le suivent jusqu'à la rivière qui arrose la ville, où il se noie. Bien que la ville soit libérée des rongeurs, les habitants reviennent sur leurs promesses et refusent de payer le joueur de flûte, le chassant à coups de pierre. Il quitte le pays mais revient quelques semaines plus tard lors d'une nuit paisible. Il joue de nouveau de sa flûte, attirant cette fois les enfants de Hamelin. 130 garçons et filles le suivent hors de la ville jusqu'à une grotte qui se referme derrière eux. Selon certaines versions, le joueur de flûte emmène les enfants de Hamelin aussi jusqu'à la rivière ou au sommet d'une montagne. Les parents, eux, ne les reverront jamais. Ce conte était plus court, mais il nous laisse toujours un froid dans le dos. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça apporterait du soutien à la chaîne. Et on va maintenant attaquer le troisième conte. Pour le troisième conte, comme je vous l'ai dit au départ, nous allons nous diriger vers le Danemark.
L'auteur est Hans Christian Andersen et sa date de parution était en 1845. C'est la veille du Nouvel An. Le soir tombe, glacial, sur une ville inspirée par Copenhague. Sous l'œil indifférent des passants, une petite fille aux cheveux blonds et bouclés marche tête et pieds nus dans les rues enneigées. Elle vend des allumettes. Elle n'ose pas rejoindre le taudis de ses parents. Personne ne lui ayant rien acheté de la journée, elle ne rapporte pas d'argent et son père la battrait. Elle a perdu les pantoufles usagées de sa mère, bien trop grandes pour elle. Épuisée et grelottante, elle se blottit dans l'encoignure de 2 maisons. Pour réchauffer ses mains gelées, elle s'empresse de frotter une allumette sur la muraille. Une seule. La voilà assise devant un grand poêle en fer, au couvercle de cuivre reluisant. Un bon feu y flambe, elle en approche ses pieds. Mais aussitôt l'allumette consumée, la vision s'efface. L'enfant craque une deuxième allumette. À travers la muraille devenue transparente comme une gaze, la table est dressée dans une chambre. Sur la nappe blanche éblouissante de fine porcelaine, une noix farcie de pruneaux et de pommes fume, dégageant un parfum exquis. Quelle merveille! Fourchette et couteau plantés dans le dos, l'animal saute du plat, roule sur le plancher, s'avance vers la petite et disparaît. Une troisième allumette et la fillette se retrouve sous le plus magnifique sapin de Noël qu'elle ait vu. D'innombrables bougies y flamboient, les images multicolores qui pendent à ses branches vertes semblent lui sourire. Elle tend la main, mais la lueur s'éteint. Les chandelles s'élèvent au ciel et se transforment en étoiles. L'une d'elles redescend vers la terre dans une longue traînée de feu. L'enfant se rappelle alors les paroles de sa grand-mère décédée depuis peu. Le seul être qu'il ait aimé. Lorsqu'une étoile tombe, c'est qu'une âme monte à Dieu. La quatrième allumette provoque une grande clarté. L'aïeul apparaît douce et radieuse. Craignant de la voir s'évanouir comme les hallucinations précédentes, la fillette allume fébrilement tout le reste du paquet d'allumettes. C'est un éclat plus vif que le jour. Jamais la petite n'a connu sa grand-mère aussi grande et aussi belle. La vieille femme prend l'enfant sur son bras et toutes les deux s'envolent, joyeuses jusqu'au paradis. Le lendemain, les passants découvrent la petite morte de froid, sourire aux lèvres. Ils ignorent qu'auprès de sa grand-mère, elle jouit désormais du bonheur éternel. Nous pouvons voir que la plupart des contes pour enfants terrifiants mélangent la mort, la peur et le désespoir. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel conte connaissez-vous et si vous connaissiez le dernier. En tout cas, j'espère que ces histoires vous auront fait frissonner et qu'elles vous permettront de bien dormir. Et moi, je vous souhaite une bonne nuit et on se revoit pour une prochaine histoire.